Bienvenue sur ce résumé de Le manager efficace, le guide indispensable pour maximiser son efficacité managériale de Peter F. Drucker. Découvrons ensemble ce joyau. Point clé 1. Le sentiment troublant de confusion. Leadership, exécution, responsabilité. Pour la plupart d'entre nous, ces mots font froid dans le dos, pour ne pas dire qu'ils sont terrifiants. Rien d'étonnant à cela, quand on sait que nous associons souvent un grand dirigeant à un homme strict, froid, au comportement parfait et au costume impeccable. Cela ressemble à quelque chose que nous avons vu dans American Psycho et dont nous aimerions nous éloigner. Mais en réalité, il doit y avoir une astuce, un ultimatum presque paranoïaque, pour que tous ces managers restent à leur place et fassent même du bon travail. Après tout, une chose que nous ne comprenons pas nous donne toujours la chair de poule. Heureusement, nous voici sur le point de faire le premier pas dans la salle des mystères des managers. Le refus de comprendre quelque chose est une peur de votre potentiel. Plus sérieusement, le secret d'un manager brillant est tout sauf la peur. Peter F. Drucker s'est embarqué dans un voyage pour ouvrir la boîte de Pandore, qui n'est pas si effrayante que cela. Un à un, il extrait des concepts tels que la gestion de la qualité du temps, la communication avec le patron et les collaborateurs, la prise de décision réfléchie, et ainsi de suite, et les explique en détail. En fin de compte, ce qui se cache sous toutes les couvertures, ce sont des concepts familiers de travail et de communication que chacun peut mettre en pratique, quelle que soit sa position de leadership. Que vous travaillez dans une grande entreprise ou dans une start-up de 10 personnes, les concepts du manager efficace s'appliquent dans tous les cas, car ils permettent de construire une entreprise à partir de la base. C'est pourquoi ces connaissances s'appliquent à toute personne qui se trouve dans une situation de blocage en tant que leader ou qui a l'intention de le devenir. Le management se fait en grande partie par l'exemple Peter F. Drucker. Être un leader ne se limite pas à donner des ordres à d'autres personnes. Nous devons d'abord apprendre à nous gérer nous-mêmes avant de diriger quelqu'un d'autre. Et lorsque nous serons confrontés à des difficultés, nous prendrons le leadership aussi sérieusement que possible. Point clé 2. La compétence de faire ce qu'il faut. En tant que produit d'une société exigeante, nous associons l'efficacité à des individus positifs, pleinement conscients et équilibrés. En particulier, l'expression manager efficace projette l'image suivante: charismatique mais sans excès, dominant mais pas irrespectueux, compétent mais pas arrogant. La forme physique et l'extraversion sont les cerises sur le gâteau. En d'autres termes, nous nous attendons à un équilibre parfait entre les différentes caractéristiques. Cependant, la pratique montre qu'il n'y a qu'un nombre limité de managers qui répondent à ce modèle. Il y a plus de chances de rencontrer des managers ennuyeux, en surpoids, excentriques et timides, qui font leur travail tout aussi efficacement. Les caractéristiques extérieures créent souvent l'illusion d'un manager efficace. Mais ce qui le définit vraiment, c'est sa compétence à faire ce qu'il faut. Les managers efficaces ne naissent pas d'un coup de baguette magique. Ils sont élevés avec soin par les bonnes décisions. Depuis la révolution industrielle, le travail manuel a toujours été une priorité. L'état d'esprit attendu étant de bien faire les choses. La qualité des chaussures ou du vissage d'un volant reflétait le degré d'efficacité. Mais avec l'évolution des technologies, le besoin de travailleurs qualifiés est apparu. Ces derniers existaient déjà auparavant, mais ils étaient généralement connus sous le nom de professionnels indépendants ou de freelance, comme on peut les appeler aujourd'hui. Cet individualisme résulte de l'absence d'absorption, qui est typique des organisations. Une sphère d'information étroite entraîne souvent des distorsions professionnelles. Cependant, les managers modernes ne peuvent pas éviter d'être au sein d'une organisation. Ils ne sont efficaces que lorsque les autres bénéficient de leur contribution, mais ils peuvent avoir besoin d'aide pour comprendre le client. Les managers inefficaces maintiennent l'équilibre interne de l'entreprise au lieu d'explorer les changements de tendance et de prédire l'avenir. Au contraire, nous ne pouvons pas reprocher aux managers d'être inefficaces. Du moins, pas entièrement. La majeure partie de leur temps de travail est consacrée à d'autres personnes, collègues, collaborateurs et supérieurs. Rapidement, ils deviennent plus des assistants et des gestionnaires que des managers. Par conséquent, ils consacrent leurs compétences à soutenir la vitalité de l'entreprise au lieu de l'améliorer. Pour devenir un manager efficace, 5 habitudes sont à adopter. Valoriser et gérer son temps intelligemment. Se concentrer sur les résultats et les contributions visibles. Développer ses forces, mentales, émotionnelles, organisationnelles, etc.
Orienter ses efforts vers les décisions nécessaires, même si elles sont impopulaires. Entraîner son jugement à prendre les bonnes décisions. Point clé 3. Faites un usage judicieux de votre temps. Le plus souvent, les managers ne sont pas propriétaires de leur temps. La pratique montre que plus l'entreprise grandit, moins les managers ont le temps de s'acquitter de leurs responsabilités directes. Cette conséquence est inévitable, mais ce n'est pas leur faute en tant que professionnels. Ce dont ils sont responsables, en revanche, c'est de planifier leur temps de manière à minimiser les pertes. La plupart des managers ont tendance à organiser leur charge de travail en planifiant et en définissant des tâches. Cependant, alors que la charge peut croître de manière exponentielle, le temps est toujours limité. C'est la seule ressource qui n'augmente pas en fonction de la demande. Par conséquent, il est généralement inefficace d'effectuer autant de tâches que possible dans un temps limité, car aucune d'entre elles ne reçoit suffisamment d'attention. Cette constatation nous incite à réfléchir à des solutions plus efficaces. La décision la plus sage à ce jour est de préférer la gestion du temps à la gestion des tâches. Les managers efficaces divisent leur gestion du temps en 3 parties. 1. Comptabilisation du temps. 2. Gestion effective du temps. 3. Consolidation du temps. La plupart des managers, administrateurs et autres personnes occupant des postes de direction ne réalisent pas toujours où va leur temps. La comptabilisation du temps consacré à certaines tâches, que ce soit seul ou avec l'aide d'une secrétaire, permet de repérer les pertes de temps, comme les réunions excessives ou les bavardages avec les collègues, et d'éviter de s'enfoncer dans une routine stérile. Il faut penser à l'utilisation du temps en termes de qualité plutôt que de quantité. La gestion du temps commence par l'élimination des tâches non contributives. Nous devons examiner toutes les activités de notre emploi du temps et supprimer celles qui ne contribuent pas à l'intérêt commun. Une bonne question à se poser est la suivante. Que se passerait-il si je ne faisais rien du tout? Et même si nous éliminons une tâche cruciale par erreur, l'effet négatif nous obligera à y revenir. Déléguer les tâches moins essentielles est une autre solution possible. Elle présente 2 avantages principaux. Désencombrer les ressources temporelles et assurer une meilleure exécution par des employés plus compétents. Par conséquent, le dégagement du temps d'un manager contribue à l'efficacité de l'équipe et de l'entreprise. La dernière étape consiste à consolider le temps. De nombreux managers s'imaginent asservis par des tâches apparemment incontournables comme les réunions d'équipe ou les déplacements. Or, ils supervisent leurs responsabilités directes, à savoir innover. En libérant leur emploi du temps, ils peuvent se consacrer à des décisions plus réfléchies qui requièrent beaucoup de temps, ce que les réunions surchargées au milieu de la journée de travail ne peuvent pas leur offrir. Point clé 4. Assumez la responsabilité de votre contribution. Comme nous l'avons mentionné, le manager est tenu par des responsabilités organisationnelles qui lui font perdre un temps précieux. Cependant, les facteurs externes ne sont pas les seuls à saboter la productivité. Dans la plupart des cas, ce sont les managers eux-mêmes qui font obstacle à l'efficacité. Le principal obstacle auquel la plupart des managers ne s'attaquent pas est le manque d'attention porté à la contribution personnelle. Dans une perspective plus large, le fait de faire partie d'une grande organisation peut ternir la vision d'une personne et l'empêcher de s'identifier en tant que professionnel. Pour mettre un terme au chaos, les managers performants doivent se concentrer sur leur contribution au bénéfice de l'entreprise. La contribution à une cause plus importante commence par un investissement personnel. L'efficacité repose sur quelques éléments fondamentaux. Le contenu et le niveau de la contribution, les valeurs de l'entreprise et les relations avec les autres, supérieurs et collaborateurs. La plus grande erreur commise par les managers est de se concentrer sur le bas de l'échelle. Au lieu de se demander « que puis-je apporter ?» et de se responsabiliser par rapport à des exigences précises, ils réduisent leur vision aux responsabilités que les autres ont à leur égard. 2 stratégies peuvent être mises en œuvre pour augmenter la quantité et la qualité de leur contribution. La première stratégie consiste à se mettre à la place du client. Le client est la finalité des activités de l'entreprise, il est donc essentiel d'adapter les services pour répondre à ses besoins. Par exemple, supposons que le rédacteur scientifique attire les lecteurs en écrivant de manière compréhensible et ouverte. Dans ce cas, il attire davantage de jeunes scientifiques passionnés. L'auteur contribue activement en allant à la rencontre du client. De plus, c'est à lui qu'incombe la responsabilité de se faire comprendre.
Le besoin de clarté encourage la deuxième stratégie, l'apprentissage et l'auto-amélioration. Être un expert dans un domaine précis est précieux. Cependant, le manque de connaissance des autres niches de l'entreprise limite la créativité d'un manager. En tant que producteur d'idées, les managers efficaces doivent s'adapter à chaque poste et élargir leurs connaissances pour contribuer à l'entreprise. S'ils élèvent leur niveau d'exigence, leurs collaborateurs suivront probablement pour suivre la nouvelle dynamique. En conséquence, le processus d'amélioration personnelle débouchera sur des valeurs plus fortes, et cela constitue la dernière stratégie pour une meilleure contribution. L'entreprise doit défendre quelque chose sur lequel les employés peuvent compter pour éviter la désorganisation. En revanche, chaque travailleur incarne les valeurs de l'entreprise. Les managers doivent donner l'exemple, ce qui implique de travailler sur l'autodiscipline et l'engagement envers les valeurs. Point clé 5. Développez vos forces, pas vos faiblesses. La plus grande erreur que commettent la plupart des managers est d'essayer de trouver un soldat idéal ou d'en devenir un. En revanche, un bon manager se concentrera sur les points forts de ses collaborateurs. En d'autres termes, il s'intéressera aux capacités d'une personne plutôt qu'à ses faiblesses professionnelles ou personnelles. La gestion du personnel est l'une des tâches les plus difficiles pour les managers. Comme le montre la pratique, ils choisissent de minimiser les faiblesses lorsqu'ils recrutent une personne. Ce faisant, un manager moyen condamne son équipe à la médiocrité, remplissant le poste avec des risques minimums au lieu de stimuler l'amélioration. De plus, lorsque le recruteur néglige les points forts du candidat en essayant de réduire ses faiblesses, le manager est aussi inefficace que le candidat. Un manager efficace se concentre sur l'amélioration des performances et tolère les défauts dans l'intérêt de la contribution. Quiconque tente de placer un homme ou de former une équipe pour éviter les faiblesses aboutira, au mieux, à la médiocrité. Peter F. Drucker. Un autre moyen de renforcer les points forts du collaborateur est d'exiger de lui qu'il soit performant. L'établissement et le réexamen des attentes empêcheront les employés de stagner et les aideront à évaluer leur aptitude. En ce sens, l'astuce consiste à remplir l'offre d'emploi d'exigence au lieu de la restreindre. Si les exigences du poste sont trop restreintes, la personne n'a pas la possibilité de se remettre en question et de devenir un employé de valeur. De plus, un emploi trop spécifique ne lui permettra pas d'acquérir l'expérience nécessaire pour évoluer. Chercher des opportunités au lieu de se focaliser sur les faiblesses est un moyen sûr de réussir. D'un autre côté, les managers compliquent parfois à l'excès l'offre d'emploi. L'épuisement répété de 2 ou 3 collaborateurs est le signe d'un poste inaccessible. Par conséquent, un manager prudent identifie le poste irréaliste et ses problèmes et le modifie afin de promouvoir des performances élevées. La capacité doit être réaliste, mais pas si restreinte que l'employé ne puisse pas acquérir une expérience bénéfique. Les managers gèrent non seulement leurs collaborateurs, mais aussi leurs supérieurs hiérarchiques. Si ce dernier est performant, les chances de promotion des managers augmentent. C'est pourquoi se concentrer sur les faiblesses d'un patron est une mauvaise idée. Des questions telles que « En quoi mon patron excelle-t-il » et « Qu'a-t-il fait de remarquable » permettent d'identifier ses points forts et de travailler avec lui. En même temps, il faut s'adapter aux habitudes pratiques du patron. De cette manière, les bonnes relations et l'attention portée aux détails amélioreront les performances globales. Point clé 6. Pas le temps d'expliquer, concentrez-vous. Le principal problème de nombreux managers en difficulté est d'essayer d'exceller dans toutes les tâches en même temps. Cependant, comme nous l'avons mentionné, le temps est la seule ressource irremplaçable dans la boîte à outils d'un manager. Et c'est pourquoi les managers efficaces accordent plus d'importance à leur temps qu'à leurs tâches. Au fur et à mesure que l'entreprise se développe, il y aura toujours plus d'objectifs que de temps pour les atteindre. En ce sens, le manager est condamné à travailler en déficit de temps. La plupart des managers essaient d'accomplir autant de tâches que possible dans un laps de temps limité. Malheureusement, une telle décision entraîne une dispersion des ressources et épuise le potentiel des employés. En conséquence, ils ne mènent à bien aucun de leurs projets et perdent un temps précieux. Disperser son temps et ses efforts sur plusieurs tâches revient à courir dans le vide. Une autre erreur commise par de nombreux managers est d'embaucher des personnes pour de nouveaux projets. Cette décision dangereuse compromet d'emblée le succès de la tâche. Un manager avisé n'engage de nouveaux employés que pour le projet en cours. De cette façon,
Ils visent à renforcer les progrès en cours. Le 109 apporte également de nouvelles idées aux projets en cours, présentant ainsi des perspectives originales qui renforcent la puissance de l'entreprise. Il est toutefois risqué de se lancer dans de nouvelles activités, qui sont en proie à la turbulence et à la vulnérabilité. Les employés qui doivent encore s'acclimater à l'environnement de travail sont moins susceptibles d'apporter des avantages aux nouveaux projets. En ce qui concerne les tâches plus anciennes, les managers compétents vérifient régulièrement les programmes de travail afin d'éliminer les activités qui ne sont plus efficaces. Premièrement, cela permet d'éviter la surcharge de l'organisation et de soutenir la motivation personnelle des collaborateurs. D'autre part, cela permet d'arrêter les projets sur le point de décliner afin qu'ils ne causent pas de pertes financières ou de réputation. La gestion efficace des ressources provient de deux sources principales: la concentration et la postériorité. La première s'applique au temps et aux ressources humaines. Un temps productif et une répartition du personnel sur une seule tâche garantissent un projet complet, applicable et efficace. D'autre part, le fait de rayer des tâches ultérieures en se demandant « si je ne l'ai pas déjà fait, est-ce que je le ferai maintenant ?» permet d'économiser des ressources pour les priorités réelles. Un manager efficace connaît ses nuances et organise son travail en conséquence. Point clé 7. Comment faire sauter ou non une entreprise avec votre décision? La prise de décision est ce que tout manager doit faire au nom de l'équipe ou de l'entreprise. Les performances et les résultats qui découlent d'une décision particulière caractérisent le travail du manager. Par conséquent, le fait qu'il prenne la décision est synonyme d'énormes responsabilités. Toutefois, le nombre de responsabilités n'est pas égal au nombre de décisions. La productivité du manager dépend de l'étendue du problème qu'il couvre. À l'instar de l'envers soigné d'une broderie qui révèle l'habileté d'un artisan, l'effet maximal d'un minimum de décision témoigne de l'habileté d'un manager. Il est intéressant de noter que la principale ressource qu'un décideur ne craint pas de gaspiller est le temps. La qualité de la solution l'emporte sur la rapidité à la trouver. Ce qui joue un rôle essentiel, c'est la capacité à faire la différence entre un problème générique, régulier, prévisible, et un problème unique, qui n'a pas de modèle de solution. L'objectif de chaque décision est de rétablir la production. Sans réalisation pratique, l'idée équivaut à une perte de temps. Pour prendre des décisions judicieuses, il faut suivre les étapes de la prise de décision, à savoir 1. S'assurer que le problème est générique. 2. Déterminer les conditions limitées auxquelles la décision répond. 3. Identifier la bonne décision avant tout compromis. 4. Mettre la décision en pratique. 5. Recevoir un retour d'information. La question principale de l'exécution satisfaisante est la suivante. Cette situation est-elle générique ou exceptionnelle? Si la situation est générique, elle est traitée par un modèle ou un principe. Un regard différent peut aider à différencier une situation d'une autre. La deuxième question, qui permet de tester les conditions limitantes, est la suivante. De quoi ai-je besoin au minimum pour résoudre le problème? À ce stade, il est essentiel d'avoir les idées claires afin d'abandonner les options insuffisantes et dangereuses. Il s'agit souvent d'une prise de risque. Une autre étape délicate consiste à trouver une décision efficace, même si elle exclut la morale dans un premier temps. Les compromis éthiques s'ensuivront en raison de la pluralité, de sorte qu'un bon dirigeant ne s'arrête pas aux principes moraux. Il se concentre plutôt sur l'aspect pratique de la résolution afin d'éviter de disperser la concentration. Une décision réfléchie réduira la situation moralement ambiguë en étant rationnelle. Transformer une décision en action signifie assigner le travail et les responsabilités aux collaborateurs respectifs, ce qui nécessite des connaissances générales de la part du manager. Enfin, le retour d'information consiste à tester régulièrement les résultats d'une décision pour s'assurer qu'elle a résolu le problème. À long terme, la meilleure décision peut s'avérer erronée. C'est à l'exécutif qu'il incombe d'y remédier. La responsabilité des décisions est maintenue même après que le problème a été résolu. Point clé 8. Faites confiance ou non à votre assistant comme à vous-même. S'assurer que vous joignez le geste à la parole est le signe d'un dirigeant efficace. Ce qui définit cette position, c'est bien sûr l'efficacité des décisions. Pour les personnes désireuses de résoudre des problèmes, il existe plusieurs règles permettant d'améliorer leurs compétences en matière de prise de décision. Faire passer les opinions avant les faits. Exiger des alternatives. Prendre des mesures appropriées. Fournir un retour d'information préliminaire.
se regarder soi-même. Malgré l'idée reçue, les statistiques, une forme de fait, peuvent ne pas être exactes pour prendre les bonnes décisions. On dit qu'il y a 3 types de mensonges: les mensonges, les maudits mensonges et les statistiques. Il est toujours possible d'ajuster la situation en fonction des chiffres, mais cela ne résoudra pas le problème. Des opinions différentes offrent un terrain propice à des solutions uniques, car elles doivent être testées par rapport à des données fixes. En d'autres termes, les nouvelles idées mettent à jour les stratégies d'adaptation dépassées. La bonne décision résulte de la combinaison de plusieurs perspectives. Les alternatives naissent des conflits et des désaccords. Heureusement, des opinions différentes permettent d'avoir une vision globale du problème et de trouver des lacunes dans le point de vue du dirigeant. Communiquer avec les collaborateurs et avoir une connaissance générale de l'ensemble des processus est donc précieux. De plus, le désaccord permet au manager de ne pas être captif de l'organisation. Il partage ainsi la responsabilité avec l'équipe et s'assure que la décision finale n'est pas erronée. Enfin, un conflit stimule la résolution créative des problèmes. La mesure correcte est un problème plus fondamental qu'il n'y paraît à première vue. Si le problème est apparu, c'est que le moule ne fonctionne pas. Prendre des décisions révolutionnaires, souvent impopulaires, définit le manager exemplaire car il se tourne vers l'avenir et ne fige pas le passé. D'un autre côté, il ne peut pas être trop sûr de lui et ignorer le retour d'expérience de la décision précédente. Pour trouver une mesure pratique, le manager doit vérifier les antécédents et trouver la racine, ou au moins un élément déclencheur du problème. Une fois de plus, la communication et les conflits peuvent y contribuer. Cependant, tout comme les statistiques, les rapports des collaborateurs ne doivent pas satisfaire le chef d'entreprise. Lorsque la situation l'exige, ils doivent vérifier la production pour se forger leur propre opinion. Ensuite, ils confrontent cette idée aux faits et élaborent une solution par le biais d'un débat et d'alternatives. Le résultat final est la solution qui résout le problème actuel et évite qu'il ne se reproduise. Le saviez-vous ? Les milléniaux exigent de leurs managers des possibilités de travail flexibles, tandis que les employés de la génération Z accordent la priorité à la sécurité et à la marge de manœuvre pour la croissance interne. Conclusion du résumé. Le management efficace était une compétence notoire dont personne ne trouve la clé. Pris dans la routine des réunions constantes et de la répétition des problèmes, de nombreux managers n'ont ni le temps ni l'énergie de s'arrêter et de réfléchir à ce qui les rend efficaces ou inefficaces. La question la plus importante à se poser est la suivante. Suis-je compétent ? Les managers brillants sont les diamants bruts d'hier. Le développement personnel, la prise de conscience et la communication les ont taillés et facettés pour qu'ils brillent. La compétence est un diamant à 5 facettes. Gestion de la qualité du temps, contribution pertinente, atout professionnel, concentration et prise de décision pondérée. Le temps est impitoyable pour tout le monde, mais surtout pour les managers. Être capable de prendre le temps par le bon bout et de remplacer les pratiques stériles par des pratiques innovantes est une grande compétence, utile non seulement dans le cadre de l'organisation, mais aussi dans la vie de tous les jours. L'investissement personnel et l'ouverture à de nouvelles connaissances ou alternatives démontrent la flexibilité d'un manager et améliorent sa contribution finale. Ce qui différencie un manager efficace d'un manager ordinaire, en dehors de l'amélioration continue, c'est l'attention qu'il porte aux collaborateurs et aux supérieurs. La capacité à voir les forces des autres et à tolérer les faiblesses non nuisibles est la marque d'un manager plein de ressources qui apprécie son équipe et s'efforce de la développer de manière organique. Malgré cette description idéaliste, nous savons aujourd'hui que ces compétences ne sont pas du tout inaccessibles. Il faut du dévouement, de la préparation mentale et même du courage pour chambouler notre routine de travail et remettre tous les câbles défectueux au bon endroit. Heureusement, il existe des conseils pour prendre un bon départ dans la bonne direction. Essayez ce qui suit. En équipe, évaluez le niveau d'influence que vous avez sur chaque option proposée. Ensuite, choisissez les décisions les plus influentes et concentrez-vous sur elles. Accordez plus d'autonomie à votre équipe. Attribuez des objectifs et des domaines de responsabilité et recevez régulièrement un retour d'information. Cette approche permet de stimuler les contributions et d'alléger la charge de travail du manager. C'est tout pour l'instant, d'autres résumés passionnants sont à portée de clic.